Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Vous êtes les bienvenus dans ce journal. Donc voici les titres. Le Premier ministre chef du gouvernement était ce matin à Matoto. Dr Ibrahima Kassori Fofana a pris part à la journée porte ouverte sur l'Office national de contrôle de qualité. Des progrès sont réalisés là-bas, mais des efforts restent encore à faire. 10 jeunes Guinéens sortent d'une formation de plusieurs jours. Ils ont renforcé leurs connaissances sur la haute technologie, notamment la 5G, une initiative bien appréciée par des bénéficiaires. Et enfin, lutte contre le trafic de drogue. 100 kg de cocaïne vient d'être saisi par les services de sécurité. L'opération s'est déroulée ici même à Conakry. Le propriétaire du colis est en cavale. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par ce décret portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national. Le président de la République, vu la Constitution, notamment en son article 100, alinéa 4, décrète article 1er sur habilitation de l'Assemblée nationale et en application des dispositions de la loi numéro L 2020-0025 AN du 16 décembre 2020 portant autorisation de prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République de Guinée. Cette mesure est de nouveau prorogée pour une période d'un mois à compter du 15 janvier 2021 sur l'ensemble du territoire national. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 14 janvier 2021, signé professeur Alpha Condé. Journée porte ouverte sur l'Office national du contrôle de qualité. C'est un établissement qui œuvre pour la bonne qualité et la sécurité des produits alimentaires. La journée a donc permis aux travailleurs d'exposer leur potentialité et de présenter leurs nouvelles installations. Et c'est le Premier ministre chef du gouvernement qui a présidé la cérémonie. Adi Kamara. L'Office national du contrôle de qualité dévoile ses nouvelles ambitions à travers cette journée porte ouverte. Cet établissement public administratif est chargé d'assurer le contrôle de la qualité des produits alimentaires et non alimentaires au stade de la production, de la transformation, de la commercialisation, de l'importation et de l'exportation. Après des années difficiles, l'Office fait aujourd'hui peau neuve. La réforme engagée a permis l'installation de nouveaux équipements dans les salles d'analyse. Des appareils de pointe permettent de stériliser les matériels, déterminer le taux du sucre dans les boissons, broyer les fruits avant les analyses, déterminer la viscosité des huiles, de la peinture ou de la graisse. À cela, il faut ajouter cette autre machine qui permet de faire des analyses de haute précision sur les échantillons prélevés. Les réformes à l'Office national de contrôle de qualité ont porté essentiellement sur les cadres référentiels, notamment les textes juridiques, l'amélioration des infrastructures et des équipements, le rajeunissement et la féminisation du personnel opérationnel, le renforcement de la gestion des ressources financières par la revalorisation des tarifs de prestation, la sécurisation des documents administratifs, particulièrement les certificats d'analyse. Il y a 2 ans, l'Office national de contrôle de qualité tournait à l'aide de ces machines de notre âge. Avec le temps, le département du commerce a réhabilité cet établissement pour qu'il accomplisse sa mission de contrôle de qualité en Guinée. Au plan des activités, l'ONCQ procède en moyenne aujourd'hui à plus de 35 analyses par jour, soit près de 140 par semaine. L'Office dispose de 11 contrats de prestation de services avec les plus grandes unités industrielles du pays. Avec ces installations, l'Office est capable de répondre désormais aux demandes d'expertise scientifique basées sur le prélèvement des échantillons pour des fins d'analyse au laboratoire. Et mes impressions sont excellentes. Je dois rendre hommage à la direction de l'Office et au-delà de la direction, à la tutelle, au ministère de tutelle qui a vraiment pris à bras le corps la question du contrôle de qualité. Cette question a une double dimension pour la Guinée. La première dimension, c'est la protection des consommateurs pour qu'on garantisse au pays les produits de qualité qui ne nuisent pas à la santé publique. La deuxième dimension, c'est les entreprises.
Au moment où nous entrons dans l'ère de la zone de libre-échange continentale africaine, il est essentiel que nos entreprises puissent être compétitives. Cela suppose des produits de qualité certifiés, qui permettent l'accès aux autres marchés du continent et au-delà du continent, aux marchés internationaux dans des conditions de sécurité de qualité. L'Office national de contrôle de qualité va aussi veiller au respect de la qualité hygiénique et de la qualité commerciale des produits alimentaires et quantifier les niveaux de risque à la consommation des produits. Le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, chargé des affaires présidentielles, poursuit sa tournée en Haute-Guinée. Dr Mohamed Diané a animé un meeting d'information et de sensibilisation à Kankan. Il a expliqué aux populations les grands chantiers du chef de l'État pour la Guinée. Fodé Bangali Fofana. Ici, à la maison des jeunes de Kankan, appelée Batomba, le grand bateau, cette forte mobilisation de la population de Kankan organisée pour recevoir le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, chargé des affaires présidentielles et parrain politique de la région de Kankan. Dans son allégresse, la grande cantatrice Saraouli Djubaté accompagne de ses chants les danses, expressions de joie des braves militantes du RPG Arc-en-Ciel de Kankan. C'est dans cette grande ferveur que Dr Mohamed Diané est reçu. Un déplacement de reconnaissance à l'endroit de l'ensemble des populations de la savane guinéenne pour tout ce qui a été fait pendant les élections organisées au cours de l'année 2020. Venir remercier l'ensemble des populations de la région de Kankan, les militants et les militantes, les mouvements de soutien, pour les sacrifices consentis, pour tout le travail fait au cours des élections qui ont été organisées pendant l'année 2020, c'est-à-dire le référendum, les élections législatives et présidentielles, où le RPG Arc-en-Ciel et son candidat sont largement sortis vainqueurs. On a envoyé des délégations partout, dans toutes les préfectures du pays, pour remercier les populations, pour exprimer notre reconnaissance pour l'effort, l'engagement et le soutien du combat qu'ils ont mené pour qu'on puisse vraiment atteindre ce niveau. Plusieurs interventions ont marqué cette rencontre des populations de Kankan et la délégation du ministre d'État Dr Mohamed Diané. Au nom des 8 sections du RPG Arc-en-Ciel de la commune urbaine, le porte-parole a exprimé toute la joie qui les anime. Monsieur le Président de la République, pour ces efforts du bâtisse, il a fait la fierté du parti RPG Arc-en-Ciel. Il nous a grandi, il nous a honoré. Autre acte de reconnaissance posé par les responsables du RPG Arc-en-Ciel de Kankan, la remise de ce satisfait décerné au chef de la station régionale de la radio rurale de Kankan, Ibrahima Sissi Sorel Boulkada, pour les efforts, l'engagement et le soutien des actions du parti présidentiel à Kankan. Les populations de Sigiri ont contribué aussi à la victoire du RPG Arc-en-Ciel lors du dernier scrutin présidentiel. Une autre délégation est sur place pour les remerciements du premier président de la 4e République. Les échanges se déroulent, vous le verrez, dans un climat de convivialité. Des précisions avec Mamadou Alpha Baldé. Après la victoire du candidat du RPG Arc-en-Ciel aux dernières présidentielles, le slogan « Gouverner autrement » prend progressivement tout son sens. Partout dans le pays, des officiels partent à la rencontre des populations pour leur transmettre les remerciements du chef de l'État. Dans la zone de Sigiri, le ministre de la fonction publique et son équipe portent le message du président. Dans les localités de Meigné, Maléa, Miada, Foulata, Sigirini et Didi, les citoyens sortent en nombre pour afficher leur volonté d'accompagner la 4e République. C'est la population aujourd'hui de Sigiri qui, à sa tête, plusieurs cadres ici présents avec nous, qui sont venus pour supporter, remercier la population de l'effort qui a été fourni pendant ces jours-ci. C'est dans ce but-là que nous sommes là. Et partout où nous avons passé, c'est presque le mot d'ordre. Nous soutenons Alpha, on le supporte, il a eu à nous libérer et nous souhaitons qu'il puisse au moins achever ce qu'il a déjà entamé.
Cette mobilisation est surtout l'expression d'une reconnaissance des acquis déjà perceptibles dans les différentes localités et la volonté manifeste de participer activement à la nouvelle aventure qui démarre. Et c'est comme il a dit que le développement doit commencer à la base, au sommet. Donc nous avons vu ça à travers le fonds ANAFIC, à travers le fonds FODEL, à travers aussi l'ANIES. Nous avons vu que ce que le professeur Alpha Condé a dit, il a fait. Chaque élection, le RPG a réuni une majorité écrasante. Ça, c'est grâce au travail de fourmi des uns et des autres. Donc, cela ne peut pas se passer sous silence. Il faut venir vers la base. Même la nuit tombée, à certains endroits comme Braka, les populations ont tenu à accueillir les émissaires du président de la République. Direction Bokeh qui aura bientôt une agence régionale de la Caisse nationale de sécurité sociale. La pose de la première pierre de l'infrastructure vient d'avoir lieu. C'est un geste qui vise à satisfaire les retraités et à améliorer les conditions de travail des employés de la Caisse. Alpha Isiagaba. Voici la maquette du siège régional de l'agence de la Caisse nationale de sécurité sociale de Bokeh. L'édifice sera bâti sur cette surface de 503 mètres carrés. Avec un délai d'exécution de 8 mois, l'infrastructure, une fois achevée, va remplacer l'actuel local jusqu'ici logé dans le bloc administratif de la préfecture de Bokeh. Les travaux lancés sont entièrement financés par l'institution. La CNSS a engagé un vaste programme de réhabilitation des agences et antennes dans le but d'améliorer les conditions de travail du personnel et offrir un cadre idéal d'accueil à nos partenaires. Nous voulons rassurer Monsieur le Directeur Général que nous serons à ses côtés pour que ce qui vient s'ajouter comme en plus aux infrastructures de notre localité puisse être réalisé dans la paix, dans la sécurité, dans la tranquillité. Cette agence de la Caisse nationale de sécurité sociale de Bokeh sera construite en R+2. Une fois terminée, la nouvelle agence va offrir un meilleur cadre de travail aux employés. Aussi, rapprocher les pensionnaires, retraités et les assurés de la Caisse nationale de sécurité sociale. Cette action répond parfaitement aux attentes de son Excellence Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, qui a toujours insufflé dans les rangs de l'administration la volonté de se mettre à la disposition du peuple et de servir le peuple en amenant les infrastructures de développement au niveau de la base. La construction de cette infrastructure de la première zone économique n'est pas une première à l'intérieur du pays. Déjà, d'autres antennes sont implantées dans les 33 préfectures et sont toutes opérationnelles. Et pendant ce temps, le gouvernement s'apprête à payer les primes d'incitation aux enseignants. L'engagement est pris. L'information est donnée par le ministre de l'Éducation nationale. C'est une opération qui devra d'ailleurs débuter les prochains jours. Explication, Mamaïsata Kamara. C'est désormais officiel. Les primes d'incitation des enseignants en situation de classe seront payées. Pour cette première étape, le paiement des 2 mois de primes va toucher d'abord l'intérieur du pays, selon le ministre de l'Éducation nationale. Mardi prochain, les équipes quitteront Conakry pour les capitales régionales pour entamer le paiement. On a connu des retards dans le paiement des primes. Aujourd'hui, on a payé Conakry 1 mois. Nous restons devoir à Conakry 3 mois. Et nous avons 4 mois de déficit pour l'intérieur du pays. Sur la foi de toutes les informations que je possède, il y a de très fortes chances que les primes de 2 mois soient payées pour l'intérieur du pays et que 1 mois supplémentaire soit payé à Conakry. Cela signifie que 50% de la dette que l'État a vis-à-vis des enseignants sera réglée à partir de mardi et que l'autre partie non encore épongée, des dispositions seront prises très bientôt pour pouvoir y faire face.
Le gouvernement guinéen, dans sa politique d'amélioration des conditions de vie des enseignants, a mis en place l'initiative du paiement de la prime d'incitation aux enseignants en situation de classe. À partir de la fin de ce mois de janvier, les enseignants vont trouver dans leur bulletin de salaire la prime d'incitation, comme ils ont l'habitude de trouver la prime de craie, la prime de documentation, la prime de zone. Les primes ne sont donc pas mises sur le salaire indiciaire comme certains le disent. Elles sont mises à l'intérieur du bulletin de salaire. Je dois rappeler à tout le monde que la décision de mettre les primes sur le bulletin de salaire et non pas sur le salaire indiciaire est une décision gouvernementale. Après le paiement des 2 mois de prime d'incitation des enseignants de l'intérieur du pays, ceux de Conakry recevront la prime du 2e mois. Et je le disais également au sommaire de cette édition d'information, plusieurs jeunes Guinéens viennent de boucler une formation en haute technologie. C'est un programme offert par un groupe chinois. Des stages sont également en perspective et devront permettre aux bénéficiaires de renforcer leur connaissance du domaine. Mohamed Lamine Kamara. En Guinée, la transformation digitale fait du chemin. Depuis 2020, le groupe Huawei a mis en compétition 200 jeunes étudiants au compte du programme Site for the Future. Le projet vise à développer de nouveaux talents locaux en termes de transfert de compétences dans le secteur de la télécommunication. Le programme Site for the Future, c'est un programme initié par le groupe Huawei. C'est un programme de responsabilité sociale. Donc pour l'objectif de construire un écosystème de talents dans le secteur TIC. Donc cette année, c'est la 2e édition qu'on a organisée. Donc il y a 200 étudiants qui ont bénéficié de la formation dans les hautes technologies. Heureux gagnants, chers amis, le pays compte énormément sur vous. Et pour les décennies à venir, le grand défi de notre pays, c'est de transformer structurellement notre économie, et celle-ci ne peut et ne pourra se faire que si vous êtes un véritable éponge de la connaissance et que vous pouvez désormais oser faire face à des défis technologiques de la Guinée. Après la première phase du programme, 10 lauréats ont été retenus. Cette 10e édition a permis aux jeunes talents d'acquérir des connaissances sur la haute technologie, notamment la 5G et l'intelligence artificielle. Des acquis que les bénéficiaires entendent valoriser dans le futur. Au début, nous étions 200 étudiants sélectionnés dans les institutions en Guinée. Je suis très content puisque c'est moi qui suis sorti à la tête de ce concours. Ça a été le fruit d'un travail qui a été très difficile. C'était un long combat et je suis sûr toute la famille est heureuse et donc ça me fait du bien. Au terme de ce projet, le groupe Huawei compte faire bénéficier à ces jeunes lauréats des stages de formation et même des emplois au sein de l'entreprise chinoise. Nous vous amenons à présent à la découverte d'une femme qui excelle et fait carrière dans la vitrerie, un métier généralement réservé aux hommes. Elle vit à Anta, nous sommes dans la commune de Matoto, et grâce à ce métier, elle parvient à subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Un bel exemple de courage et de détermination que nous racontent ce soir Seydou Diallo et Kadiatou Chérif Aïdara. Quand la porte s'ouvre, un visage apparaît. Ce n'est pas une cliente, mais Aminata, la trentaine vitrière. Un fait rare qui ne passe pas inaperçu dans cet atelier. Depuis 3 mois, elle exerce ce métier. Le choix n'est pas fortuit. J'ai fait le stage à la Direction nationale des archives. J'ai fait le stage au ministère des Mines et de la Géologie. J'ai fait le contrat au CPDEM, en ville ici. Donc jusqu'à présent, je ne suis pas retenue. Au lieu de m'asseoir à la maison, j'ai décidé de me trouver un métier. C'est pourquoi je suis là. Aujourd'hui, il y a assez de métiers, mais la vitrerie, j'ai vu que beaucoup de femmes n'ont pas pratiqué ça dans notre pays, en Guinée ici. Si c'est dans les autres pays, Ivoire comme ça, il y a des filles qui pratiquent ça là-bas. Donc c'est pourquoi moi j'ai décidé de faire la vitrerie. Diplômée en douane il y a 2 ans,
Aminata n'a pas connu une vie facile. Dans sa famille comme en société, tout le monde ne partage pas son choix. Assistée de son maître, elle travaille plus de 8 heures par jour. Un métier physique et risqué qui demande beaucoup d'efforts et de concentration. Face à ces réalités, Aminata en est consciente. Son engagement ne faiblit pas. Elle compte se frayer un chemin et devenir la première femme autonome et patronne dans le secteur immobilier. Ici, on blesse beaucoup. Je me suis blessée ici. En tout cas, on se blesse ici tellement. Chaque jour, on se blesse ici. Ça fatigue. Parce que ici, on commence ici à 8h. C'est de 8h à 19h. Des fois, on peut rester jusqu'à 22h. Donc aussi, je rentre, je me couche. Mais souvent, il y a des gens qui m'encouragent ici, qui n'ont jamais vu une fille qui pratique ce métier. Le regard des gens sur son activité ne l'intimide pas, bien au contraire. La jeune demoiselle compte bien élargir ses connaissances dans le domaine avec des formations qu'elle envisage de faire, mais pas que. Je pense ouvrir mon propre atelier pour employer les jeunes filles, seulement que les jeunes filles. Son sérieux dans le travail et son courage forcent le respect et l'admiration de son maître et de ses camarades. Ici, elle a deux objectifs à faire ici. La première, c'est la secrétariat. C'est elle qui met tous les autres dans l'ordre. Au dehors, tout ce que les hommes font, elle fait. Et quand elle est là, elle est plus que même les hommes, je peux dire un mot. Aujourd'hui, même si Aminata n'a pas exercé sa profession de rêve à la douane, elle vit pleinement sa nouvelle passion, la vitrerie. Comme elle, de plus en plus de femmes exercent des métiers réservés aux hommes, comme la mécanique. Même si certains estiment qu'elles ne tiennent pas longtemps dans ces aventures osées. La lutte contre la drogue, elle, ne faiblit pas dans notre pays. Ce sont, tenez-vous bien, 100 kg de cocaïne qui sont saisis par la BAC numéro 10 de Sonfonia. L'opération a été menée à Nongo dans la commune de Ratoma. Les services de sécurité recherchent activement le propriétaire du colis. Commandant Morikaba. La sécurité des populations passe aussi par le contrôle des stupéfiants. C'est dans cette optique que la police nationale, avec les brigades anticriminalité, ont procédé à la saisie de 100 kg de cocaïne ici à Conakry. C'est dans le cadre d'exploitation d'une information. Nous avons effectué une descente dans une villa qui se trouve dans le quartier Nongotadi, dans la commune de Ratoma, au bord de la mer. Quand on est arrivé sur les lieux, le gardien s'est mis en cavale. Il est resté introuvable. Après, en continuant les recherches, nous avons trouvé un sac lourd rempli de plaquettes. Ça a été déballé. Après un décompte, nous avons trouvé 100 plaquettes dans le sac. Il semblerait que c'était de la cocaïne qu'ils y trouvaient. C'est pourquoi nous avons mis ça à la disposition de la police judiciaire qui sont techniques en matière de faire des investigations et la recherche continue. Les 100 kg de cocaïne ont été mises à la disposition des services compétents. Aussitôt, des enquêtes ont été ouvertes pour mettre main sur les trafiquants de cette drogue dure hautement nuisible. Le test effectué, le réactif vire à la couleur bleu. Définit qu'il s'agit bien de la cocaïne. Cette importante quantité de drogue que vous voyez saisie par la BAC numéro 10 de Sonfonia au cours de ces opérations. Donc la hiérarchie a instruit à ce que les investigations soient menées par la direction centrale de la police judiciaire pour élucider, savoir réellement quelle est l'origine et quels sont les tenants et les aboutissants de cette introduction de drogue qui, j'avoue, et depuis très longtemps, on a cessé d'entendre parler. Pour leur part, les services de sécurité sont à pied d'œuvre et rassurent que les convoyeurs de ces colis et leurs complices seront traqués, arrêtés, puis traduits devant la justice. Autre sujet dans ce journal, la caravane Donnons du sourire à nos enfants a pris fin à Conakry. Pendant un mois, plusieurs orphelinats et centres d'accueil du pays ont bénéficié de vivres et de non-vivres. La dernière étape de l'opération a ciblé les mineurs détenus à la maison centrale de Conakry. Le point avec Mohamed de Camara.
La caravane dénommée « Donnons du sourire à nos enfants » trouve son épilogue ici à la maison centrale de Conakry. Depuis son lancement le 20 décembre dernier, cette initiative hautement humanitaire du ministère en charge de la lutte contre la vulnérabilité dans le pays a touché plusieurs orphelinats et centres d'accueil de la capitale. Les enfants en conflit avec la loi, incarcérés à la maison centrale de Conakry, ne sont pas en reste. Ils sont les derniers servis. Ils bénéficient à leur tour des vivres et des non-vivres. Le pays a besoin d'eux, que notre ministère ne peut pas les oublier et que vous aussi, vous les éduquez pour un bon avenir. Les autorités du ministère de la Justice saluent cette initiative qui vise à améliorer davantage les conditions de détention des mineurs à la sûreté de Conakry. Ce que vous êtes en train de faire, c'est vrai que ça s'inscrit dans le cadre du respect des droits humains, mais c'est un acte de solidarité, un acte du cœur des mamans, des femmes, pour leurs enfants, de la société pour nos enfants. Donc pour cela, je peux encore vous remercier davantage. Remercier sincèrement toutes les bonnes volontés qui pensent à ces enfants dans nos prisons. La volonté du gouvernement à travers cette caravane de distribution des vivres et des non-vivres vise à soulager le maximum d'enfants qui sont aujourd'hui sans attache familiale. Une question avant de boucler ce journal. Comment parvenir à enregistrer toutes les naissances au niveau des états civils du pays? Les partenaires appuient la Guinée pour gagner ce pari. Une séance de formation vient d'avoir lieu dans ce sens à la baie. Abdoulaye Diallo. Depuis 2 ans, la formation et l'équipement des agents des services de l'état civil se poursuivent dans la région de la baie. Aujourd'hui, les déclarations de naissance sont en croissance. Pour des agents venus de 5 communes et 10 communes de convergence de la région, l'UNICEF lance un nouveau programme de formation lié à l'archivage moderne, durable et sécurisé des documents. Je ressens du plaisir à être avec ces secrétaires communaux, ces agents chargés de l'état civil de la région de la baie, pour partager avec eux les expériences que nous avons acquises dans le domaine de l'archivage en République de Guinée. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, les archives nationales de notre pays sont une référence en Afrique. Et c'est pour cela que nous tenons absolument à ce que l'état civil soit bien gardé à la base par les agents qui vont recevoir un renforcement de capacité. Avec cette nouvelle politique, le gouvernement et ses partenaires du secteur pourront progressivement maîtriser la croissance démographique et adapter les programmes de développement par exemple. C'est un atelier qui va se dérouler par étapes. Nous démarrons aujourd'hui avec la première étape qui prend en compte les 10 communes de convergence et les 5 communes de la baie pour renforcer les capacités, comme je l'ai dit, mais permettre aussi un bon archivage de tout ce qui est lié à l'état civil pour les enfants de la région de la baie. Je pense que c'est quelque chose de très important dans la vie d'une personne parce qu'aujourd'hui, pour avoir un jugement supplétif, ou tout autre acte, il faut vous référer à votre lieu de naissance. Si vous n'êtes pas enregistré sur votre lieu de naissance, vous apparaissez comme un apatride. Donc, le recensement à la naissance est obligatoire et nécessaire pour la vie du nouveau-né. Ce programme de qualification des services de l'état civil touchera les 53 communes de la région de la baie. À terme, ces promoteurs comptent favoriser l'enregistrement systématique de toutes les naissances dans la zone. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes qui m'ont aidé à le préparer et à le présenter. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. À très bientôt sur les antennes de la télévision nationale.